Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez choc.ca. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le balado Plug ta manette. Nous sommes une gang d'étudiants de l'UQAM dans la maîtrise en communication, concentration jeux vidéo et ludification. Nous nous rassemblons pour discuter de jeux vidéo québécois. Dans la première partie de l'épisode, nous présentons rapidement le jeu du mois. De plus, nous faisons un tour de table rapide pour donner nos impressions générales et surtout sans divulgateur. Dans la deuxième partie, à l'inverse, nous rentrons en détail dans les différents aspects du jeu qui nous ont marqué, que cela soit positif ou négatif. Je suis François. Hello, je suis Émile. Et cette semaine, nous sommes accompagnés par Sacha. Bonjour. Et par William. Salut! Le jeu que nous discutons aujourd'hui est Yotun. Yotun, ou Jotun, Yotun sûrement, est un jeu développé par Thunder Lotus Games, qui est un studio québécois évidemment, que vous connaissez sûrement mieux pour leur tout récent jeu sorti en 2020 qui est Spiritfarer. Au final, ils ont aussi développé un jeu entre les deux, du nom de Sundord, qui est une sorte de Metroidvania dans un univers Lovecraftien. Yotun est sorti en 2015 sur PC, que ce soit sur Mac, Linux ou Windows, mais aussi en 2016 sur les consoles. Le jeu a été crowdfundé en partie par Kickstarter, mais il a aussi été financé par les Canadian Media Fund et le Montreal Inc. Foundation. Yotun, comme peut-être vous l'entendez par le nom, c'est un jeu qui se passe dans la mythologie nordique, où est-ce qu'on incarne Thora, qui va être une viking décédée en dehors des champs de bataille. Comme dans la mythologie nordique, mourir en bataille, c'est ce qui permet aux vikings d'atteindre le Valhalla. Comme elle, en fait, est morte en dehors du champ de bataille, elle est morte sans honneur, donc elle devra tenter de regagner son honneur dans l'au-delà en terrassant 5 géants, soit des Jotun, afin de pouvoir se prouver devant Odin. Bref, le jeu est une sorte de hack and slash en vue top-down où on va explorer différents univers attachés à l'Yggdrasil afin de compléter différentes énigmes pour la majorité assez simple. C'est un jeu par contre qui est majoritairement focusé, qui porte majoritairement attention au combat contre les boss. Donc, à cause de cette attention aux boss, plutôt qu'à des ennemis divers et des combats en dehors, des combats lors de l'exploration, ça fait en sorte qu'on pourrait grossièrement comparer Yotun à Shadow of Colossus, où est-ce qu'on explore et on va terrasser des boss. Comptez à peine 5 heures pour finir le jeu, c'est extrêmement court. Et surtout, ce qui pop le plus quand on voit le jeu, ça va être ses graphiques dessinés à la main. Et son doublage en islandais, ce qui n'est quand même pas rien, ce qui va vraiment chercher un style très mythique rattaché à la mythologie nordique. Et il y a aussi sa bande sonore vraiment épique qui vient pimenter les combats. Au niveau de l'accessibilité, malheureusement, le jeu date quand même de 2015. Donc, c'était pas encore si populaire que ça à cette époque-là. Donc, il n'y a pas d'option d'accessibilité autre que de simplement modifier les contrôles de son clavier. Merci Emile. Est-ce que c'était un spoil que la fille est morte? Parce que moi j'ai compris complètement à la fin qu'elle était morte. Non, Non, c'est au début. c'est pas un spoil. Ta voix qui réussit le camp en bas sur le bateau au début. Mais Ah. on en parle dans ces genre de mini-cotines, là, elle se parle entre elles, là, puis elle dit, je pense qu'elle est morte sur un bateau, là, ou on en parle même. Ouais. Ok, bon ben Je pense que juste c'est moi même qui- dans la description de Steam. Là. Ah, ok, Ouais, bon. aussi. Ah, Ok, bon ben c'est juste moi qui ai compris à la Mais, fin. mais c'est vrai que c'est un peu cryptique, fait que c'est vrai que tu peux comme passer à côté, hein, peut-être. Ouais, ben moi j'ai clairement passé à côté. Mais... tu veux un tour de table léger, rapide, ou... Je peux commencer. Je donne au jeu Yotun la note de 4 H sur 10 bateaux. Assez faible côté gameplay, assez faible côté histoire. Les points positifs sont clairement le visuel et l'animation, mais pas mal tout ce qui est à côté de ça, c'est un manque.
Ah, l'histoire, j'ai quand même apprécié l'histoire de Yotun, en fait. Ouais, ben, comme honnêtement, j'ai pas eu de la misère à le finir. Euh, tu sais, la grosse critique que j'aurais envers le jeu, c'est il est pas mauvais. Euh, Il est pas bon non plus. Il est pas mauvais, mais il est pas bon non plus. ouais, mais tu sais, est-ce que je rejouerais? Non. Puis ça, c'est une thématique récurrente la plupart des jeux qu'on joue parce que c'est On pas est mon avec toi, style François. de jeu exactement. Mais euh, j'ai pas aimé mon expérience. Puis même à l'inverse, tu sais, vers la fin, tu sais, le 6 heures a quand même passé rapidement et tu sais, je suis quand même satisfait de mon expérience. Fait que, tu sais, oui, je le recommanderais comme jeu, mais montez pas vos attentes. Donc, faites ça un samedi pluvieux quand vous n'avez pas nécessairement autre chose à faire. Ok, ben pour ma part, je suis un peu de l'avis de Sacha, mais je suis un peu moins hater, comme qu'on dit là. J'ai pas, comment dire, j'ai pas nécessairement haï certaines parties du jeu, c'est juste que j'ai pas trouvé d'intérêt nécessairement à continuer le jeu. Donc pour mettre en contexte, moi j'ai joué un peu, puis j'ai arrêté, je pense, au début du deuxième boss. Puis ce qui est comme un peu proche de la moitié du jeu, ou je dirais peut-être le tiers, là, corrigez-moi si je me trompe. Mais non, c'est ça, j'ai juste pas trouvé assez d'attrait pour ma part pour continuer le jeu et le terminer. C'est vrai que le jeu m'a quand même demandé de l'effort. Genre, au final, c'est juste 5-6 heures justement à faire. Mais, comment dire, c'était pas 5-6 heures qui passaient super vite. Fait que c'est sûr que c'est pas le jeu le plus fou du monde que je pense pas y rejouer moi non plus, sauf dans un intérêt un peu plus analytique, on va dire. Mais en même temps, je suis vraiment. Personnellement, c'est un jeu que je suis vraiment content d'y avoir joué. On va en parler plus tard, mais il retourne. Comment dire, résume assez bien c'est quoi un jeu indépendant, selon moi, genre le cliché du jeu indépendant un peu. Puis ça fait en sorte que c'est une super de belle petite perle par rapport à ça. Fait que oui, Mhm. c'est un jeu que je recommande dans cette perspective. Parfait. On va rentrer tout de suite sur la pause musicale. Donc, si jamais vous n'avez pas encore joué au jeu, puis que vous ne voulez pas être divulgaché, c'est le temps de se quitter. Puis, ceux qui ont joué au jeu ou que ça leur dérange pas d'avoir des spoilers, ben, on se retrouve dans 30 secondes environ. À tantôt. Nous revoilà pour cette deuxième partie du podcast. Euh, on pourrait commencer en parlant du graphisme, pardon, parce que c'était un des éléments vendeurs du jeu. Premier fait saillant du jeu. En fait, le jeu a pris 15 000 dessins afin de. Hein? Ce qu'on s'en doute vraiment pas en voyant le jeu, puisqu'il est quand même pas si long que ça. Il n'y a pas tant de variété de. Mais c'est complètement fou. Fait que ouais, là, c'est. It's the shit. C'est Est-ce l'élément vendeur du jeu. est-ce que ça a été complètement dessiné à la main? Je sais pas si ça a été dessiné à main par un logiciel. J'imagine que ça a été par un logiciel, là. Mais ouais. En tout cas, dans les entrevues pis tout ça, il mentionne vraiment que c'est dessiné à la main. Le style dessiné à main paraît vraiment beaucoup. C'est la première chose qu'on voit en ouvrant le jeu, c'est que c'est magnifique, là. Les détails, les cycles d'animation aussi. On voit, lorsque Tora court, on voit sa petite cape voler au vent. C'est vraiment très esthétique, très beau, beaucoup de couleurs. Euh, une, une belle maîtrise de la palette de couleurs. Ça, c'est de quoi que j'ai apprécié tout au long du jeu. Chaque monde, parce qu'il y a 4 mondes, chaque monde a un peu sa palette de couleurs qui sont. C'est. euh,
je sais pas vraiment le terme, mais vous savez les petites animations qui passent pour ajouter une couche de beauté. Par exemple, il y a un niveau qui se déroule proche du volcan, fait qu'il y a comme des braises toujours un peu dans l'écran. Il y en a un autre qui se passe dans des arbres, il y a des petites feuilles qui passent. C'est des petits détails comme ça que j'ai vraiment bien apprécié. Ouais, je sais pas si c'est des effets spéciaux que tu parles, là. C'est peut-être un terme plus en cinématographie, là. Mais non, c'est vrai. Moi, je trouve que ouais, c'est l'animation. Tu sais, on a parlé du graphisme en tant que tel, les dessins que j'ai appréciés autant que vous, là. Mais l'animation, le fait que, tu sais, moi, j'ai l'impression que c'était très fluide. Mettons, les attaques, ou comme tu as dit, la cape, ou même le background, peu importe. Fait que de réaliser que tu sais, ces animations-là ont été faites à la main, euh, c'est vraiment quelque chose qui m'impressionne beaucoup. Fait que oui, je suis d'accord avec vous autres sur là-dessus. C'est vraiment, je pense, le gros point fort du jeu, pour ma part. T'as prononcé le terme cinématographique, puis ça m'a fait penser, effectivement, c'est un jeu qui est énormément cinématographique. Juste les petites scénettes avant les boss ou les petites scènes entre les scènes de jeu, en fait, c'est très, très cinématographique. Il y a du brouillard, il y a des angles de caméra. Très, très cinématographique. C'est un bon terme que tu as utilisé. Ouais. Moi, le côté graphique, ce que j'ai aimé le plus, c'est les scènes. Lorsque mettons, que tu te promènes, que tu vois au loin qu'est-ce qui se passe. Plusieurs fois, j'ai arrêté puis j'ai contemplé le paysage, justement. Puis je me rappelle, puis j'avais noté, ça m'a immersé dans le jeu, ou immergé dans le jeu. Bref. Non, je pense immergé, je suis pas sûr. Oui, non, c'est immergé dans le jeu, puis j'ai eu des moments de contemplation où est-ce que je regardais justement la scène, puis c'était wow, comme c'est vraiment beau qu'est-ce qui est fait avec la petite musique et tout. Je me sentais tellement sur Mont-Royal à regarder ça la nuit et tout. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié dans le jeu. Être sur le Montréal puis regarder le volcan au loin, la lave qui coule, tout ça, c'est ouais. Non, mais ouais, il y a peut-être des moments qu'il y avait quelque chose dans le background que je me suis arrêté, mais j'ai pas l'impression que je l'ai fait souvent, mais après, j'ai pas joué énormément, fait que... Ouais. Ça m'a surtout marqué, moi, avec au début là, du jeu, quand tu marches comme dans une sorte de petite plaine montagnarde, ce qui fait absolument aucun sens ce que je viens de dire. Puis à un moment donné, tu vois justement l'horizon du jeu qui est super bien dessiné. Mais en même temps, comment dire, je trouve que les dessins du jeu au niveau justement des animations, surtout des boss, on va y revenir tantôt qu'on va parler des boss, là, mais au niveau des boss, j'ai vraiment trouvé ça malade. Mais au niveau des décors, comment dire, la direction artistique est belle, les décors sont quand même jolis, mais le game design, le level design, la façon que tu interagis avec les décors, puisque les décors te narrent, comment dire, il y a quand même une narration qui se fait par les décors, mais ultimement, ça m'a moins impressionné. Mais justement, c'est là que tu vois que Yotun, c'est un premier jeu d'un studio, puis que c'est là que tu revois vraiment gros l'aspect indépendant du jeu, où est-ce qu'il y a des coupures nécessairement qui ont dû avoir été faites. Ouais, c'est ça. Comme par exemple, je pense à l'une des places où est-ce qu'on s'en va, comment dire, dans une sorte de société de forgerons, un peu. Puis, ben, au final, absolument tous les décors se ressemblent, c'est toutes les mêmes maisons avec toutes les mêmes ponts pétés, puis ça, comme tu te perds un peu, ça devient un peu labyrinthique. Ben, je vais faire du pouce sur ce que tu as dit. De mon côté, puis c'est là que peut-être, ben, j'aimerais probablement être convaincu de l'inverse, mais j'ai l'impression que oui, tu sais, j'ai aimé l'animation, le style, les graphismes, les backgrounds, tout ça, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait rien d'autre pour le backer, justement. Comme une fois que j'ai fait le wow, le moment de contemplation, c'est beau, j'aime le style du jeu, c'est super, ben tu sais, je m'attendais à ce qu'il y ait une suite, ou que je sois pas nécessairement épaté, mais que j'apprécie certaines autres choses, puis justement au niveau du gameplay, c'est là que j'ai fait comme ok, c'est assez moyen. Pas nécessairement mauvais, mais il n'y a rien qui m'a fait faire qui m'a fait réagir autre que peut-être l'animation, tout ça. Donc, autant que c'est le point fort, après moi, je voyais rien personnellement qui m'a fait pencher pour une plus grosse note, mettons, pour le jeu. Moi, je trouve que autant que je vante les mérites de décor et du visuel, c'est le plus gros défaut du jeu. Ce jeu est trop beau pour le gameplay qu'ils ont voulu aller pour les mécaniques de jeu qu'ils ont voulu implanter, parce que
tout au long du jeu, il y a 3 répliques que j'ai dit à voix haute encore et encore et encore. La première, c'était « Saperlipopette! Mais quelle est ma hitbox et quelle est la hitbox de mes ennemis? Je suis incapable de savoir quand ils me touchent puis quand j'y touche. » First of all. Et la deuxième, c'était « Mais où je vais? » Dans les niveaux Who the d'exploration, où je m'en vais. OK, là, il y a une map, il y a une petite carte quand on ouvre le menu pause. Ça indique 0 information, c'est où qu'il faut aller, c'est quoi les trucs où il faut toucher, c'est quoi les... Et aussi, ça c'est peut-être un détail, mais les points de sauvegarde, le Mimir régénère votre esprit. Pourquoi l'animation prend 47 secondes à faire monter notre barre de vie? Mais elle est vraiment cool l'animation, par contre. Elle est vraiment cool, elle est vraiment très très esthétique, c'est très très beau. Mais pourquoi ça prend 45 secondes? On est en jeu. On n'est pas censé attendre que nos points de vie augmentent au point de sauvegarde. Pourquoi ça prend 45 secondes? C'est long, c'est lent. Il aurait dû faire un point and click. Moi, c'est mon argumentaire. Jotun aurait dû être un point and click. Mais ouais, t'as parlé de la map, puis ça m'a fait penser que, tu sais, je disais tantôt qu'il y avait rien qui m'a fait, aucun point négatif par rapport au jeu, rien qui m'a juste impressionné. Non, en fait, la map, c'était une source de haine, j'ai haï ça, je comprenais rien. Puis en fait, j'aimerais ça savoir aux deux autres, c'est comment vous avez trouvé la map? Est-ce que c'est juste moi qui, le fait qu'il me fasse un sketch, genre le contour de la map seulement et rien à l'intérieur? Est-ce que c'est une source de plaisir d'exploration ou au contraire, est-ce que c'était j'aimerais savoir plus d'informations pour savoir quoi faire? Ouais. Que vous en pensez? Ben, justement, c'est drôle parce que il y a 3 de mes points que vous avez parlé, que j'avais noté. Ben, la map, en effet, est pas claire. Ça a été la première chose que j'ai faite. Tu ouvres la map, puis tu comprends pas exactement t'es où, c'est quoi tu fais, c'est vers où que t'as été, ou peu importe quoi. Tu finis par comprendre éventuellement, mais non, en effet, c'est pas clair. Puis même, à un certain point, j'ai dû aller sur Google pour voir, par exemple, telle chose, où est-ce qu'elle était, parce que je n'étais pas capable de m'orienter sur une map. Puis, ben, normalement, pour le monde qui me connaisse, tu me donnes une map sans boussole, puis je suis capable de savoir exactement je suis où, ou peu importe quoi, puis j'étais un peu perdu. Pour Mimir, lui, j'ai adoré le personnage. Tout au long du jeu, je l'appelais le Monsieur Louche, parce qu'il y a tout d'un coup sa face, puis il y a un gros œil qui te regarde, puis qui te fixe. Puis je suis comme, non, je m'en vais. Comme, ça m'a fait rire. Puis on reviendra sur le point and click, mais ça, je suis pas d'accord. Puis même que si ça arrêtait ça, j'aurais pas aimé le jeu parce que je hais les points and click. Genre, c'est fou. Puis j'étais capable de me retrouver avec WASD ou un joystick et tout. Fait il y a ça. Mais Émile, tu voulais dire quelque chose par rapport à la carte ou Mimir? Honnêtement, c'est quand même vraiment drôle parce que, genre, tantôt quand je parlais des graphismes, je disais que comment dire, les décors sont beaux, mais en même temps, sont pas si beaux parce que c'est impossible de se repérer dans les décors, c'est pas super cool. Mais j'ai aimé la carte. En fait. Tu as aimé la carte? Attends, on te laisse 5 minutes, tu dois t'expliquer. Là, parce que, ok. On passe le restant du podcast après de la carte. Ouais. Non, mais en fait, c'est que la carte, ce que j'ai aimé, c'est que justement, elle est foutrement pas claire. Fait que le jeu, au moment que tu comprends où est-ce que tu commences, quand tu rentres dans le monde, ben dans le niveau, c'est où t'es dans le niveau. Puis c'est. Comment dire? Le jeu te force à constamment jamais oublier t'es où mentalement dans les décors. Fait que c'est un peu plate parce que les décors, justement, sont tous pareils. Fait que mais sont tous pareils. Pas entre les mondes. Chaque monde sont vraiment différents l'un de l'autre, mais dans un même monde, il n'y a aucune variété, là, quasiment. Fait que ça fait en sorte que ça peut être difficile de se repérer à cause de ça, mais vu qu'un monde est souvent séparé comme en îlots, ça fait en sorte que tu peux te repérer, ok, là, je suis rendu sur telle île par rapport à telle île, puis ce genre de choses-là. Mais en tout cas, bref, c'est vraiment maladroit, mais le fait que le jeu m'ait forcé à constamment vouloir me repérer par moi-même, ben, je trouvais ça cool, en fait. Puis, ultimement, ça sert pas tant à grand-chose parce que chaque niveau sont quand même en réalité hyper linéaires. Genre, ce sont super fouillis, t'as aucune idée où aller, mais dans les faits, ils sont extrêmement linéaires. Puis c'est ça. Puis genre, puis aussi, comment dire, une fois que tu as repéré un point d'intérêt, comme on va sûrement en parler au gameplay, là, mais quand tu débloques un pouvoir dans le jeu, ou Mimir, le vieux pervers, ou sinon quand tu trouves un cycle, parce qu'à chaque niveau, en fait, tu dois trouver une sorte de petit item qui te permet d'accéder à un autre niveau, mais pas à un autre niveau, mais d'accéder au boss. Ça pop sur la map, souvent, genre, sont toujours placés à l'extrémité de la map. En tout cas, fait que genre, c'est maladroit.
Mais je trouve ça cool que le jeu m'ait obligé à me repérer par moi-même. Ce Ouais. que les jeux Mais aujourd'hui font ça, pas, en fait. et quand j'ai fini par comprendre, tu sais, oui, c'était linéaire, mais qu'il y avait des objectifs cachés qui t'encourageaient à aller te promener partout. Ça, j'aimais ça. Qu'est-ce que j'ai aimé surtout, c'est que lorsque tu détruisais un boss, mais les endroits cachés que tu n'avais pas réussi à trouver apparaissaient sur la carte avec Oh. une couleur différente. Fait que tu étais capable Ah. de retourner sur la map pour aller dans les spots que tu n'avais pas trouvés, qui te donnaient ultimement des bonus, fait des habilités de plus. Euh, mais dans le fond, euh, euh, le jeu était fait en fonction de, tu sais, ultimement, ils veulent que tu ailles chercher ces habilités-là bonus, mais si tu veux les avoir avant de te battre contre le boss, faut absolument que tu explores et tout. Sinon, tu peux aller te battre contre le boss, tu vas avoir un petit peu plus de difficulté, mais ça reste faisable. Moi, je voulais enchaîner par rapport au level design, en fait. Il y a un niveau qui m'a incroyablement surpris d'un beau côté. C'était le niveau de l'arbre. Je crois que ça s'appelle genre le branchage d'Isgay ou quelque chose comme ça. Euh, ce niveau-là était tellement facile à lire, j'ai eu du plaisir et j'ai même fait de l'exploration après avoir trouvé les choses. Parce que j'ai aimé et c'était naturel de OK, on monte en haut, OK, on trouve les branchages, OK, on descend. Comparé à tous les autres niveaux où est-ce que c'était gauche, droite, bas, haut, l'axe X, l'axe Y, ça existait où, on le sait pas. Des nuages, des terres glacées. Il y avait pas vraiment d'indication, c'était mélangeant, mais l'arbre, je l'ai adoré. Mais C'est- j'ai l'impression que on parle d'exploration, puis ça semble être c'est un point important du jeu de comme découvrir la map et tout ça, autant dans sa beauté que dans les choses qui sont cachées. Mais justement, ça me fait réfléchir au fait qu'il fallait que tu saches avant. Tu sais, par exemple, ce que François a dit par rapport au le boss, il fallait que tu retournes. À moins que j'ai vraiment pas porté attention au jeu, moi je savais pas du tout que ça existait cette affaire-là. Puis ça aurait pu m'aider, tu sais, à place de rester pogné dans un endroit, sachant qu'il y a probablement un pouvoir caché à quelque part. Ce que d'ailleurs, on n'était pas vraiment expliqué au départ, à moins, encore une fois, j'ai raté quelque chose. Tu sais, ça aurait pu me faire en sorte que je stagne moins à certains moments. Puis ça me fait penser à vraiment le manque d'explication. Tu sais, on parle aussi de la carte, que justement, il n'y avait pas beaucoup de choses, puis que ça a pénalisé certains. En même temps, l'exploration qui a été utilisée comme moyen de justement avoir du plaisir dans le jeu en faisant une petite aventure, puis essayer de trouver les affaires cachées. Mais j'aurais aimé avoir une mise en contexte par rapport à ça. Soit pas nécessairement un tutoriel super élaboré, mais peut-être genre il y a des points cachés dans la map que tu dois trouver. Dans cette map, il y a un pouvoir ou une explication très basique qui me mettrait en contexte de genre à chaque map, il y a un pouvoir, mais tu sais, à toi de le trouver. Puis si jamais tu peux pas, ben va battre le boss, ça va être plus difficile, mais tu pourras le retrouver après. Tu sais, quelque chose, une explication qui pourrait débuter à me guider, tu sais, un début de guide sans nécessairement me tenir par la main puis m'encadrer de manière super stricte et rigide genre, pour faire un jeu très linéaire. On C'est l'a ça. nommé en ouverture, il y a un manque d'accessibilité dans le jeu, puis ça se nomme aussi par ça. Pour le Mhm. côté exploration, pour les personnes qui ont la capacité, le plaisir de faire de l'exploration, c'est correct. Mais j'imagine quelqu'un qui joue jamais à des jeux ou quelqu'un qui a des troubles visuels, qui a de la difficulté à voir les couleurs, par exemple, ou à voir les différentes textures. Ce jeu-là est clairement injouable. Tu peux pas trouver les entrées cachées. Si, admettons, tu as de la difficulté à déchiffrer ce que le visuel signifie, en fait. Donc, clairement, il aurait dû Vraiment. avoir une accessibilité pour permettre aux gens avec des problèmes ou juste qui n'aiment pas explorer à trouver les items cachés, à trouver les mécaniques, comment ça fonctionne, tout ça. Ouais, dans le fond, moi, tu sais, tout le long que je jouais, puis ça aussi c'est une autre thématique, vu que c'est des jeux que je joue pas normalement, mes attentes sont très Hmm. basses dans tous les cas. Fait que je Ok. ne peux que être surpris et aimer ça. Euh, mais ça m'a fait penser au. Parce que ça reste un jeu qui a quoi, 7 ans? Ça m'a fait penser au jeu web que je jouais quand j'étais plus petit, où est-ce que tu avais une belle carte ou un beau paysage ou un bon fond super beau avec des animations GIF qui étaient ajoutées par-dessus, puis que selon ce que tu faisais, ben, le GIF changeait. Euh, c'est mon impression que j'ai eue en jouant au jeu, où est-ce que par exemple tu te promènes, puis dans la première map, ben, tu as plein de petits champignons qui bougent. Ben, tu sais, ou tu sais, j'ai retrouvé tu sais, que
le décor, c'était souvent des petites animations qui bougent à gauche puis à droite. C'est sûr que des cas, exemple dans l'arbre, où est-ce que tu as un écureuil qui te suit, ben ça définitivement c'est pas juste une petite animation. Puis il y a eu quand même un effort par rapport à ça, mais globalement ça m'a fait penser beaucoup à des jeux web que je jouais quand j'étais plus jeune. C'est drôle que tu soulignes ça, parce que c'est pour ça que ce jeu-là me faisait penser à un point and click. Parce que ceux qui ont déjà joué à Pyjama Sam ou Marine Malice, ce genre de jeu d'enfance, en fait, où est-ce que le visuel est incroyable, qui permet de relater une histoire, un univers de manière efficace, tout en n'étant pas concentré sur le gameplay. Fait que c'est pour ça que, étant donné le visuel vraiment beau, ça me fait penser aussi à un autre petit jeu Steam qui s'appelle Little Hawk, qui est vraiment un petit jeu pas québécois, mais que ça a à peu près le même style visuel graphisme. Donc, c'est pour ça que, pour moi, le plus grand erreur de Joton, c'est de... Joton. Le plus grande erreur, c'est d'avoir essayé de faire un jeu de combat avec un visuel qui n'était pas approprié, puis parce que les animations rendent tout lent et lourd. Fait que l'animation de swinguer la hache est lente. Les ennemis sont lents. Les animations pour ouvrir les portes sont lentes. Tout est excessivement lent et c'est un jeu de combat. Mais c'est ce qui nous amène à parler du gameplay. Mais en fait, j'ai vraiment la difficulté à critiquer le jeu par rapport à ça parce qu'en même temps, tu vois que le jeu voulait être lent. Comment dire, le jeu est basé sur l'exploration, c'est foutrement chiant au final se déplacer. Ben, c'est chiant en fait, il y a juste rien. Comme tu fais juste marcher. Comme le jeu est pas cool à prendre en main pour se déplacer, puis se mouvoir, puis se battre, puis tout. Mais fait que ça fait en sorte que t'as pas tant envie d'explorer le jeu. Mais en même temps, comment dire, le jeu devait quand même réussir à trouver un équilibre entre sa vision que clairement le jeu voulait être là, il voulait être lourd, comme un Dark Souls, entre guillemets, pour être super cliché, mais genre, co- comment dire, c'est ça, le but du jeu c'est clairement d'être lent, mais en même temps, c'est ça, je sais pas trop comment il aurait pu mieux le faire, mais il aurait clairement pu mieux le faire parce qu'en fait, il est tellement lent que c'en est juste chiant. Puis justement, dans les combats, c'est super drôle en fait parce que tu as juste une seule swing de hache. Puis quand tu pognes un ennemi, tu peux faire une deuxième swing. Puis ça finit là. Fait qu'en fait, t'as pas il y a comme pas de subtilité dans ta façon de te battre. Tu fais juste faire une swing puis faire une autre swing. Plus tard, t'as des power-up. Mais ça, je vais en parler pas tout de suite. Ben, j'ai une question pour vous. Considérant que l'effort a été mis au niveau des animations, que justement toutes les actions animations sont relativement lentes, que l'exploration peut être lente aussi, que l'exploration est faite de manière à pas te donner des balises super claires pour que tu puisses speedrun entre guillemets le jeu, ou plutôt aller vers les objectifs d'un coup et pas te perdre un peu dans la map. Je pense vraiment au village des forgerons. Là, ça, c'est un peu labyrinthique. Là. Vu ces designs-là, avec même le voice-over ou la langue... j'ai oublié, c'est Islande, t'as dit? L'Islandais. Ouais, l'Islandais. La thématique, est-ce que vous seriez prêt à dire que le jeu est principalement, en tout cas, voulait principalement être un jeu atmosphérique qui misait sur l'atmosphère nordique et tout ça? Oui, puis c'est le point que je voulais mentionner. Juste le fait, par exemple, que toute la langue et la narration soient faites dans une autre langue avec des sous-titres. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est pas une langue que je suis habitué d'entendre. Fait qu'à la limite, ils pourraient même pas parler une langue connue puis que je m'en serais jamais rendu compte parce que je suis tellement pas habitué de reconnaître spécifiquement ce langage-là. Puis tout le long, j'avais l'impression d'être dans une saga ou un vieux conte nordique où est-ce que tu avais un conteur qui te contait un peu l'histoire. Ég man eftir hljóðinu, þegar viðurinn splundraðist, ýlfrinu í vindinum og öldu skellunum í andliti mínu. Húð mín fraus úr kulda sem var ólíkur öllu sem ég hafði áður upplifað og skipið okkar sökk. Justement, c'est l'ambiance viking puis l'ambiance mythologique qui m'a fait embarquer là-dedans. Là, je vois la face à Sacha qui est clairement pas d'accord avec moi. Mais je vais juste continuer aussi sur un point avec
côté jouabilité que Émile a parlé. Même si les options étaient limitées, tu avais quand même plusieurs types d'attaques que tu pouvais faire. Tu avais attaque normale, tu avais l'attaque lourde, que si tu laissais ton doigt sur le bouton, ça le faisait. Tu C'est vrai, avais, j'ai oublié ça. Là. plusieurs pouvoirs divins que plus que tu en débloquais, puis plus que tu pouvais vraiment utiliser en fonction. Fait que tu pouvais approcher les boss puis le monde de manière différente, mais rapidement tu trouvais c'était quoi la méta pour les battre ou comment que le monde ou que le développeur avait pensé que t'allais le battre. Mais je vais donner la parole à Sacha parce que définitivement. Ouais. Avant qu'on embarque sur le scénario, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le scénario. Oh, ok. Je voulais parler de... on parlait de jouabilité. Et moi, il y a un fait intéressant que j'ai trouvé parce que, étant donné que dans les premiers niveaux, il y avait le niveau du forgeron avec la map, je me suis perdue, je me suis fait chier. J'ai décidé de retourner à la map monde, l'endroit où est-ce qu'il y a toutes les petites zones, et j'ai été visiter le monde de glace à la place. Puis après ça, j'ai été visiter le monde dans le ciel avec les éclairs à la place. Et exactement, et ça a fait en sorte que j'ai débloqué les pouvoirs, en fait. Fait que pour moi, j'ai expérimenté le jeu un peu comme à la Mega Man-esque, en fait. Où est-ce que chaque monde a des pouvoirs, on peut les découvrir dans l'ordre prévu par le développeur, dans notre propre ordre. Parce que moi, j'ai débloqué 3 des 4 pouvoirs avant même d'avoir battu mon premier boss. Parce que c'est comme ça que j'ai joué au jeu. Fait que ça a été quoi que j'ai vraiment bien apprécié, cette liberté-là. Mais à part les pouvoirs divins, il y en a un qui est complètement inutilisable à mon humble avis, qui est le pouvoir de gros marteau. L'animation est tellement lente, tu touches jamais rien. Après ça, il y en a un autre que c'est tu vas vite. Waouh! Ça a montré qu'il était capable d'aller vite dans le jeu. Ça a été un choix artistique ou un choix de design que ton personnage n'est pas capable de se déplacer vite. Là. Mais ils ont fait un pouvoir magique que tu peux aller vite, mais pas plus que 30 secondes. Faut pas abuser non plus. Puis, en faisant ça, l'autre pouvoir troisième pouvoir que j'ai débloqué, c'était celui de te dédoubler en nombre. Ce qui était vraiment pratique parce que, étant donné que tu te déplaces à 2 km/h, avoir un double qui prend tous tes points, qui prend toutes les attaques à ta place, ben c'est utile parce que ta roulade ne te permet pas d'esquiver les attaques. Et c'est le but d'une roulade d'esquive. C'est vrai que la hitbox, la roulade, c'est vraiment de la barre. Toutes les hitbox sont de la merde. J'ai beaucoup de problèmes avec les hitbox du jeu. Il y avait pas un moment d'invulnérabilité quand tu fais ton dodge? Autant genre mince qu'il soit, là, y avait-tu un moment que tu pouvais comme dasher à travers une attaque? Les moments d'invisibilité, à ma connaissance, sont très mal répartis, très mal faits, parce que parfois, ton personnage va être pris dans une animation de recul, parce qu'il va avoir pris un choc, fait que tu vas être invincible, mais l'animation dure plus lent que la frame d'invisibilité, en fait. Fait que tu vas être encore dans la fin de ton animation de choc, surtout pour les boss où est-ce que les chocs, ton personnage les reçoit comme étant des chocs violents, mais tu rebondis, puis tu peux rien faire avant que tu pognes un autre hit, en fait. J'ai pas battu, je vais être honnête, il me reste 2 boss à battre, il me reste le boss final et le Yotong de feu, que grosso modo, j'adore le Yotong de feu, c'est mon boss préféré jusqu'à date, mais à chaque fois qu'il m'attaque, mon personnage rebondit comme une balle de ping-pong, puis je peux pas capable de reprendre le contrôle avant qu'il perde tous ses points de vie. C'est-tu celui, le forgeron, là, avec l'épée? Ouais. Qui la met en feu? Ouais. Ah, Qui la met Mais en parce feu. que lui, c'est de loin qu'il faut l'attaquer. Ouais. Comme lui, il faut pas que tu t'approches trop. Parce que pis ça, c'est un point qui m'avait gossé, c'est parce que tous les boss, il n'y a pas un boss qui a fait ben c'est sûr à 100% que je serais pas capable de le faire. C'est juste tu comprends ses mécaniques, puis ben il fait ça, fait que c'est la manière optimale de le tuer et tout. Par contre, le boss de feu, quand il finit, ben, il explose. Fait que ça m'a fait chier parce que, bon ben, comme, finalement, je l'ai eu. Puis là, j'étais pas assez loin de l'explosion. Puis comme, j'étais mort, puis j'étais comme, faut que je recommence. Fait que ça, c'était un peu pénible par rapport à ça. Mais, ouais. Juste parce que tu l'as bien formulé, moi, ça a été le point enrageant pourquoi je parle souvent des hitbox dans ce podcast. C'est que je sais quelle action il faut réaliser. Je suis capable de réaliser l'action demandée, mais je n'ai aucune idée si ce que je fais est utile ou pas. Et c'est ça qui a rendu mon expérience extrêmement frustrante, en fait, dans le jeu. C'est pas un mauvais jeu, mais moi, je l'ai trouvé excessivement frustrante.
parce que j'ai pas l'impression d'avoir le contrôle de ce que je fais, alors que je sais ce que je fais. C'est sûr que c'est toujours le style d'équilibrage qui est extrêmement difficile dans un jeu, là. Tu sais, au final, justement, parce que tu veux gérer la difficulté comme le jeu, justement, comme on s'est dit, il est lourd. Il veut clairement être lourd. Mais en même temps, c'est comment dire, comment tu peux l'être sans être injuste. Mhm. Puis quand tu parles du boss final, est-ce que tu parles du boss de la dernière zone ou tu parles le vrai boss final? Je parle d'Odin puis des Ok, c'est ça. 4 Jotun. J'ai été voir sur internet tout simplement avant le podcast, faire sûr. Ok. C'est le boss. Avec le gars de l'épée puis Odin, c'est Ouais. les deux boss qui m'ont fait le plus rusher. Ben, Odin, j'ai Ah. trouvé quand même assez facile. En fait, faut que tu comprennes les mécaniques de qu'est-ce qu'il va faire. Puis Mm. une fois que tu comprends qu'est-ce qu'il fait, puis c'est quoi la meilleure façon de le contrer, Ouais. ben, tu le règles. Ouais. Mais tu sais, la fin était ultra prévisible. Puis que, tu sais, je savais que c'était ultimement Odin qui allait être Ouais. l'ultime boss. Puis là, qui fait respawn tous les autres boss qui font leur Ben, habilité spéciale. Ah. le Je pense que la perte de temps que j'ai eu le plus long dans le jeu, c'était avec le serpent des mers. Que tu pouvais juste l'éviter et tout, mais je me demandais vraiment si tu pouvais le tuer. Je pense pas. Mais j'ai passé facilement une demi-heure. Parce que dans le fond, quand je joue, je le stream sur Twitch. D'ailleurs, je pourrais donner des commentaires du jeu qui étaient difficiles à streamer par moment. Mais je vois après ça sur YouTube les chapitres, combien de temps qu'ils m'ont pris à jouer. Puis ce chapitre-là m'a pris vraiment gros de temps. Puis quand j'étais voir pourquoi, ben, c'est parce que j'ai passé facilement une demi-heure à essayer de tuer le gros serpent. Juste par curiosité. Parce que genre, je me demandais si tu peux le tuer ou non. Parce que si tu le tuais, est-ce que ça te donnait un pouvoir spécial? Puis ça te tuait un challenge? Finalement, non, je pense pas. Mes recherches sur Google m'ont rien donné. Puis j'ai juste laissé faire. Fait que je sais pas si vous avez réussi à tuer le serpent ou si c'est juste quelque chose qui est là pour être un J'ai danger, même pas, mais qui est tellement facile à éviter ou tout. Genre, faut juste mettre de Tout le l'ambiance niveau de de bord. glace, le niveau de glace, j'ai pas eu de plaisir à le jouer. C'était très cliché, très classique. Celui avec Puis le quand j'ai bizarre. vu. Ouais, tout ça. Ben, il y avait le bizarre, mais il y avait l'autre aussi, que c'était juste Ouais, qui était sur le un lac. Ouais. Ouais. Avec les serpents de mer. C'est là que tu parles du serpent de mer, en fait? Ouais. Mais c'est ça, c'est. J'ai vu le serpent, j'ai fait oh non, un serpent! Puis je partais à courir. Il m'a Parce vraiment que fait rire. J'avais pas C'était classique, c'était chiant. Il était long, ce niveau-là, pis pour rien. Tu sais, il y en a qui j'étais comme, je vois où est-ce qu'ils ont voulu, c'est mal exécuté, mais je vois l'idée. Celle-là, j'ai fait, ok, il y avait besoin d'un monde de glace, ils ont pris tous les clichés du jeu vidéo, puis ils les ont mis dedans. Le monde de glace, justement, il m'a fait très rire par rapport à ça, parce que le serpent, je voulais comme comment dire. Le serpent est quand même impressionnant qu'il apparaît, puis il apparaît dans les trailers aussi, puis que je m'attendais justement à ce que ça soit l'un des boss, puis tout. Puis non, au final, c'est juste, comment dire, un environnement dans le jeu pour te stresser un peu. Mais quand t'arrives au monde de glace, à moins que ce soit l'un des premiers mondes que tu prends, il y a de fortes chances que tu aies déjà le power-up pour courir. Fait que moi, au final, j'ai juste fait le monde de glace d'une traite. Puis, mais c'est ça, au final, c'est souvent l'une des difficultés du jeu aussi. C'est, je veux dire, dans le développement. Mais c'est que le jeu c'est pas un open world, là, mais genre t'as un hub world, puis dans ton hub world, t'as accès à tous les niveaux de manière non linéaire, fait que tu peux faire le jeu dans l'ordre que tu veux. Donc, nécessairement, gérer la difficulté d'un jeu quand tu le fais ouvert comme ça, c'est foutrement difficile. Puis. Mais en même ouais. temps, il y a des grosses flèches qui te disent vers où aller. Fait que, Oui, moi, non, mais j'ai pour suivi gérer la flèches. difficulté, je veux dire. Genre, tu peux pas faire une progression de difficulté quand tu fais ton jeu ouvert, au final. Pour faire comme mettons, fait que ils donnent des power-up, mais ils peuvent pas. Tu sais, souvent dans un jeu, je prends un exemple les jeux Nintendo sont forts là-dessus, mais souvent les jeux Nintendo, ils vont utiliser leur linéarité pour rendre le jeu progressivement difficile, puis plus que juste rendre le jeu progressivement difficile, ils vont faire en sorte qu'à chaque niveau, mettons, ils vont t'apprendre quelque chose de nouveau sur le jeu, sur la façon de le jouer, sur le gameplay, pour à la fin vraiment te mettre, paf, toute la difficulté. Mais quand le jeu est ouvert, comme Yotun, mais tu peux pas faire ça, en fait. Genre, tu peux pas vraiment enseigner, tu peux pas faire en sorte que chaque boss utilise des connaissances que tu as déjà acquis au boss précédent, parce qu'au final, ils savent pas si tu vas le faire en premier ou non. Ouais, mais je sais pas.
J'ai misère avec ce take-là parce que tu sais, j'ai joué justement de manière très linéaire où est-ce que tu sais, j'y allais vraiment selon les grosses flèches, puis bon, ben c'est quoi le prochain monde? Ben, je vais voir la Mhm. flèche, puis j'y vais, puis j'étais là-dessus. Puis à chaque fois, ça me donnait des power-ups de plus qui ont vraiment été utiles dans le boss d'après. Puis je me rappelle Ah, ok. le boss des nuages, que ça a été le plus tough selon moi. Ben, tu sais, lui, sans toute ma panoplie de pouvoir, ben, il aurait juste été comme encore plus long à faire. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le boss d'un nuage. Le boss que j'ai absolument pas aimé, c'était le boss de glace. Mais C'est celui de euh, la jaquette. ah oui, celui de la jaquette en plus. Ils l'ont vraiment survendu pour rien. Mais par exemple, ce que j'ai trouvé à la fois intéressant mais chiant avec les boss, c'est qu'ils ont beaucoup plus de mobilité que le joueur. Fait qu'à un moment donné, quand je faisais les boss, j'avais l'impression de jouer à une partie de soccer quand tu cours après la balle puis personne ne veut te passer, mais avec des boss de jeux vidéo. C'était moins excitant. Le boss de glace, c'était tellement ça. T'étais tout le temps en train d'y courir après. C'est genre, reviens, j'essaie C'était de drôle. te tuer! Ouais, Mais c'est là, drôle. le boss de glace, c'est. Je me suis pas rendu là. Est-ce que c'est quelque chose que je devrais continuer juste pour voir à quel point c'est pénible, puis qu'il y a quelque chose de le fun dans ce monde-là, même si c'est horrible, mettons, ou c'est vraiment genre j'ai bien fait d'arrêter et je Ben, devrais skipper ce monde-là? ben, Moi, je te veux dirais dire, de faire le monde de feu. Parce que le boss de feu, je le trouve très le fun dans ses mécaniques. Le boss de glace, il est juste pas le fun dans ses mécaniques. Ah, ok. À mon goût, à moi, selon ma perception du jeu. Mhm. Le monde de glace est juste très basique, très... Il y a rien d'excitant dans les mécaniques comparé au monde de feu qui, en plus, je hot take, la musique du jeu est très banale. Ça a été une de mes grandes déceptions. La musique du jeu m'a vraiment pas impressionné. ah, moi je l'aimais. Au mieux, Ah ouais. elle suit les événements. Au pire, elle est chiante. À un moment donné, j'ai même mis ma propre musique pour faire les niveaux de recherche parce que c'était chiant. À Ah part, non, moi, à l'inverse, même que. Là, c'est la guerre. c'est la guerre. Ouais, non, mais parce que c'est comme, honnêtement, avec la musique et tout, puis comme quand je parlais avec l'ambiance, c'est ce que j'aimais. Puis tu sais, comme j'ai Ouais. vraiment beaucoup aimé la musique. Puis il y a même certaines chansons que j'écoute, de musique que j'écoute, qui ressemblent un peu à ça. Fait que c'était comme quand je disais un des éléments que j'ai aimé, c'était vraiment l'ambiance et tout ça. Tu sais, j'étais un gros fan de tout ce qui est mythologie, viking et tout. Fait que tu sais, ça, c'est vraiment venu me chercher. Puis pour ce qui est tu sais, des boss et tout, comme qu'on parlait, euh, lui justement qui me gossait, puis que tu sais, je trouvais qu'il était, ah ben, comme, reviens ici, c'était lui des nuages, parce qu'il se téléportait. Puis là, t'étais coincé, puis là, tu fais pas avancer nécessairement parce qu'il y avait des éclairs, puis ah non, comme, je l'ai pas aimé. Comme les boss, en règle générale, je les ai pas aimés. C'était tout du. Je sais que je vais être capable de te battre. Puis en fait, comme, c'est pour ça que je joue pas avec les Dark Souls, puis ce type de jeu-là. Tu sais. Je sais que je vais être capable de te battre éventuellement. Ça va juste prendre tu sais, beaucoup d'essais, puis de comprendre tes mécaniques. Puis, ouais, Will. Ouais, non, mais tu parlais en fait de. Ben, moi, j'ai l'impression qu'on retourne à la question initiale que j'avais lancée sur comme l'atmosphère du jeu. Mais, tu sais, j'ai lancé ça, puis je suis content que ça ait parti un débat. Mais au final, moi, je vois l'effort qui a été fait, mais je l'ai pas ressenti. Genre, peut-être assez à cause que l'atmosphère a été cachée ou camouflée pour moi, à mes yeux, par le gameplay qui m'a pas plu ou le design un peu répétitif des monstres. Je le sais pas. Il y a quelque chose que j'ai pas encore identifié qui a fait que, comme oui, je sais que c'est un jeu qui est aux allures mythologiques nordiques, mais en tout cas, j'ai pas été convaincu. Puis il y a pas des moments où j'ai vraiment fait comme, oh, je me sens tu sais, je me sens en Valhalla ou peu importe là, dans un monde fantastique. Puis je me suis pas laissé comme emporter nécessairement dans ce monde-là. Tu sais, j'ai reconnu puis la beauté, puis il y a des moments que j'ai contemplé la beauté de ce jeu-là. Mais après, c'était pas assez pour moi de me convaincre. Fait que, tu sais, à chaque fois que le personnage principal allait parler de son backstory ou tu sais qu'elle allait dire des choses puis c'était supposé de me faire comme d'enrichir mon expérience, moi j'étais juste comme ouais tu sais whatever je vais juste aller tuer les nains avec ma seule attaque, dasher un peu avec mon seul
mon seul bouton de dodge, puis genre mes 2 attaques spéciales magiques, là, parce que moi j'en avais juste 2. Mais non, c'est ça, j'ai carrément juste ignoré cet aspect-là, où je me suis pas laissé emporter là-dedans. Puis c'est ça, je veux savoir ta vie par rapport à ça aussi. Mais d'abord, faut que je rebondisse sur la bande sonore. Là, il y a un Mhm. groupe de musique que j'ai oublié son nom. Fait que ça sert pas à grand-chose de faire la référence. Mais en tout cas, il y a un groupe de musique que justement, ils font de la musique nordique. Puis, comment dire, en utilisant des instruments, me semble un peu traditionnels et tout. Puis ça ressemble quand même à la bande sonore de Jotun. Comment dire, la, la- genre la bande sonore de Jotun font quand même référence à la mythologie nordique. Puis j'ai trouvé Mhm. ça vachement très cool. C'est pas juste un petit violon puis une petite guitare qui essaie de faire quoi d'atmosphérique avec de la flûte ou je sais pas quoi là. Genre, il y a vraiment des références, j'ai l'impression. En tout cas, au final, je m'y connais Oui, pas en musique. Mais écoute donc, c'est ça. Au niveau de la bande sonore, ça, j'ai trouvé ça vachement cool. Ça l'immerse vraiment, en plus du doublage, que j'imagine on va parler tantôt par du scénario, là. Mais ça, puis aussi, je trouvais que la bande sonore lors des combats était particulièrement épique. Genre, je fais juste repenser au géant de feu, que quand t'arrives, il est en train de forger son épée, puis au moment que tu lui donnes une petite tape sur le mollet, mais il plante son épée dans l'eau pour la faire refroidir pour pouvoir l'utiliser. Puis là, il y a comme un gros silence qui se fait. Puis là, après ça, il crie, puis là, la musique de combat à part, c'était tout bonnement, c'était épique, c'était malade. la musique du Buzz de Feu, justement, ça a été ma préf, là, les tambours, on le sent, on sent la puissance, on sent l'épique. Mais c'est ça qui manque au reste du jeu, en fait. Même aux autres boss. L'autre musique du jeu qui m'a bien plu, ça a été la musique, justement, du niveau de l'arbre, qui était Hmm. très festive, ce qui fit avec le visuel, qui était très lumineux, très joyeux. Mais tout le reste de la musique est très relativement morne, dans le sens que je dis pas oui, mais c'était pas inspiré. Je suis quand même moi aussi appréciative de la musique assez médiévalesque, je sais pas comment nommer ça précisément, pas tant nordique, mais par exemple j'écoute beaucoup de chansons faites à la vielle à roue, qui est un instrument que j'aime beaucoup, mais ça fait quand même que c'était juste très morne en fait. C'était juste les niveaux d'exploration, ça l'a Mhm. juste pas C'est retenu vrai. mon attention. C'était juste très Hmm. dans l'univers sans que ça puisse attirer une émotion de moi. T'sais. Intellectuellement, ah oui, c'était relié avec l'histoire et l'univers nordique, mais émotionnellement, cette musique-là n'est pas du tout venue me chercher. Si on compare par exemple à Ori and the Blind Forest, qui est un jeu où est-ce que la musique, c'est un jeu d'exploration aussi, mais la musique suit le personnage et on sent l'émotion du niveau à travers la musique. J'ai pas du tout ressenti ça dans Jotun. C'était une bonne musique, mais absolument non mémorable, à mon humble avis. Ben, au final, on se rejoint là-dessus. Je pense qu'on reconnaît l'effort, mais comme l'effet escompté ne nous a pas rejoint du tout, là. Fait que, Exactement. ouais. Je pense que c'est rendu un 2v2, 2 versus 2, là. Ceux qui ont été immergés Le, versus ceux qui l'ont pas été. Sérieux, à ce podcast-ci, ça va se saigner, là. Non, oui, oui. Mais, non, Il y mais en a qui écoute, s'en vont mais, Valhalla, là. non, mais si c'est pendant qu'on se bat, c'est héroïque, ça vaut la peine. Donc, Mais, écoute, donc, je vais faire mon chieux. Je vais poser une grosse question existentielle dans le domaine du jeu vidéo. Parce que c'est une question qui arrêtait pas de me revenir pendant que je jouais au jeu, en fait. Mais comment dire, est-ce qu'un jeu est obligé d'être le fun? Puis c'est vraiment une grosse question qui m'est revenue en jouant à Yotun parce que clairement, je pense que leur but c'est de faire un jeu le fun, puis ils se sont pas questionnés sur le jeu vidéo, on va tenter de révolutionner c'est quoi le jeu là. Mais comment dire, je me rends compte que c'est ça. Souvent, on va apprécier un jeu quand il est le fun. Comment dire, chaque action que tu fais, il y a un feedback qui dirait que ça pète de partout. Ça se voit de plus en plus. Mettons, je fais juste penser à Céleste, qui est un jeu que j'apprécie énormément, mais absolument chaque action que tu fais dans Céleste a un feedback, que ce soit sonore, visuel, haptique, même ta manette va vibrer. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça crée comme un statu quo un peu dans l'industrie du jeu vidéo. Est-ce que le jeu vidéo doit absolument être quelque chose de stimulant qui te rend accro? Genre, finir Yotun, c'était chiant. C'était rien que 5-6 heures. Puis, genre, je pense que je l'ai fait en 4 séances, en fait. Puis, étalé sur à peu près 2-3 semaines. Mais en même temps, je trouvais ça intéressant parce que je voyais quand même, en tout cas, j'ai l'impression de voir un peu la vision du jeu, de où est-ce qu'il voulait en venir, que justement, il voulait être lourd, puis tout. Puis, ouais, non, c'est ça. Je trouve ça En tout cas, c'est un questionnement
existentielle, là. Mais c'est ça, je trouve ça intéressant de me dire qu'en fait, un jeu n'est pas nécessairement obligé d'être le fun. Le jeu peut être autre chose. Puis dans le cas de Yotun, mais le jeu a le droit d'être juste être atmosphérique. Puis c'est ça, puis en tout cas pour moi, ça a marché à cet aspect-là. Quand, je vais renommer un autre jeu, un autre jeu, mais quand Death Stranding est sorti, il y a eu justement ce débat-là de est-ce qu'un jeu doit être amusant? Et la réponse qui était comme vaguement sortie, et même quelqu'un qui l'a mieux formulé que moi, mais c'était un jeu n'est pas obligé d'être amusant, mais s'il n'est pas amusant, il doit être intéressant. Le problème avec Jotun, il n'est pas amusant, puis il est très vaguement intéressant. À part visuellement, c'est une vaguement. belle expérience. Le scénario, on va en parler bientôt, le scénario est très basic, très en surface. L'émotion du jeu est pas plus intéressante, il n'y a pas de conceptuel intéressant à apporter. On peut en débattre, hein? On peut faire un combat héroïque chacun, mais c'est, mettons, je compare à d'autres types de jeux indépendants, par exemple Stanley Parable, qui apportait vraiment un espèce de renouveau du genre Walking Simulator. Ben, Yotong n'a pas révolutionné le genre le genre hack and slash Megaman style, t'sais. Il a pas révolutionné tout ça, il a pas apporté un nouveau concept face à ça. T'sais. Dans le sens, c'est pas un mauvais jeu, mais il a pas révolutionné, puis il cote pas haut sur le côté plaisir, donc il y a pas grand chose pour lui. Ouais. Mais tu sais, de base, moi, ma perception, c'est que un jeu vidéo, c'est un divertissement. Fait que il faut que tu sois diverti. Puis moi, c'est là-dessus, ultimement, je compare toujours au cinéma. Donc, est-ce que, par exemple, j'ai aimé le temps que j'ai joué ou c'était juste pénible, puis je m'en sors après ça que j'ai pas l'impression d'être diverti. Moi, c'est là-dessus que je me base beaucoup sur est-ce que j'aime le jeu ou non. Des fois, en effet, des aspects intéressants du jeu vont faire que je vais être diverti, mais d'une façon pas nécessairement ludique, mais pour d'autres raisons. Fait que oui, en effet, mais moi, c'est vraiment l'aspect de divertissement qui est au centre de ça. Puis le problème, c'est que on est tous divertis de manière différente, puis on a tous des intérêts différents. Fait que c'est pour ça que c'est même l'idée de commenter un jeu, puis c'est ce que j'aime d'ailleurs avec notre podcast et cet épisode, c'est qu'on a tous des opinions différentes, puis qu'on a toute une perception différente du jeu. Puis de qu'est-ce que devrait être un jeu, en gros. Mais ouais, là-dessus, je pense que je suis d'accord avec Émile, dans le sens qu'un jeu peut être autre chose que purement divertissant, que un réseau, une série d'actions qu'on input avec des feedbacks, puis quelque chose qui va vraiment tout le temps être en dialogue avec nous et peut-être plus vouloir nous, je sais pas, nous montrer quelque chose ou nous raconter une histoire ou nous faire plonger dans le monde de la mythologie nordique. Mais si tu dis que, j'ai entendu dire que le jeu était peut-être juste atmosphérique, mais dans les cas où est-ce que moi j'ai pas été convaincu de cette atmosphère-là, ben, tu sais, pour moi, il était pas grand-chose, ça veut dire. Ça serait pas mal... ça tombe plate un peu. Ça a été une facture sur Steam que je sais que j'ai envoyé à un développeur québécois, tu sais, c'est cool, lâchez pas, mais c'est ça, je sais pas il y avait quoi d'autre après. Mais ce qui m'amène à me lancer une autre question, tu sais, je suis pas nécessairement un hater du jeu, j'ai pas été convaincu non plus, mais je me demande, puis la question qui me revient tout le temps, c'est est-ce que je suis... est-ce que c'est vraiment moi qui ai un problème avec le jeu parce que le jeu a été mal conçu ou quelque chose du genre, ou en fait c'était quoi l'objectif des développeurs, c'était quoi leur visée, c'était quoi la clientèle, est-ce qu'ils savaient qu'elle allait faire un petit un plus petit jeu court qui showcaseait ou qui démontrait en fait qu'il était très bon en animation ou qu'il était capable de faire, en tout cas, de mettre de l'effort dans l'atmosphère puis de suivre la mythologie nordique puis rester dans le thème surtout puis bien l'exploiter. Ou je me demandais c'était quoi l'angle des développeurs, puis si leur but c'était juste de faire une affaire atmosphérique, ben techniquement ça a fonctionné. Moi ça m'a pas convaincu parce qu'ils ont mis ensuite un design de jeu qui m'a un peu je veux dire un gameplay qui m'a un peu nuit à mon appréciation, mais
Non, c'est ça, je me demande, tu sais, si on avait mis quelque chose de potable, probablement que le jeu aurait été très atmosphérique puis que j'aurais vraiment aimé. Donc, je me demande c'était quoi c'était quoi la vision des développeurs par rapport à leur jeu, qu'est-ce qu'ils voulaient accomplir. Puis c'est là que ça vient un peu comme nuancer mon point de vue du genre, oui, je l'ai pas aimé, mais peut-être que, tu sais, moi, je voulais retrouver un jeu. Ce mois-ci, je voulais retrouver un jeu qui était vraiment le fun, fast-paced, hack and slash super rapide, puis que j'ai pas vu ça dans le jeu. Fait que moi, personnellement, j'ai pas aimé ça, mais peut-être que le jeu a jamais voulu être ça. Tu sais, je me demande, tu sais, mon avis par rapport à l'objectif des développeurs. Euh, Ce que je trouve assez intéressant avec le jeu, on l'a souligné plusieurs fois au long du podcast, on voit ce que les développeurs ont voulu faire. Et ça, c'est fascinant parce que, Émile, tu as souligné que c'était une campagne Kickstarter au début. Et donc, c'est un jeu qu'on peut clairement définir qu'est-ce que c'était et qu'est-ce que c'était censé être et comment ils l'ont vendu. Tout ça parce qu'ils voulaient vendre un produit. Et donc, c'est pour ça que c'est pas un point and click. Et que c'est pour ça que c'est genre mythologie nordique avec très en surface, mais très hollywoodienne-esque, tu sais, où est-ce qu'on voit les figures connues, tu sais, Odin, Yggdrasil, l'arbre géant. Ok, on n'a pas de détails sur les figures mythologiques, on n'a pas de... C'est pas un jeu historique, c'est pas un jeu qui va dans les détails. Ok, c'est un très beau jeu, on montre des screenshots du jeu. Clairement, je financerais ce jeu-là, avoir des screenshots de ce jeu-là. T'sais, on parle du scénario, une guerre glorieuse. Je peux voir pourquoi les gens financent. Mais au final, le produit qui est donné, c'est justement ça. C'est l'idée d'un produit et non le produit en soi, tant qu'à moi. Émile? C'est vrai, en lisant justement des interviews un peu des devs, ils remettent de l'avant le fait, mais est-ce que c'est l'œuf avant la poule avant l'œuf, là? Ça revient à ce genre de débat-là, là. Mais dans le sens qu'ils ont quand même misé sur le fait qu'ils utilisaient la mythologie nordique comme point de vente, vu que pour aller chercher les fans de mythologie nordique. Puis avec les shit de Marvel puis tout, ben on peut quand même se dire que beaucoup de fans, puis surtout avec le tout récent God of War, même si en fait le jeu est sorti avant le God of War nordique, mais genre, comment dire, on peut quand même assez vite comprendre que le jeu, clairement, il a misé sur la mythologie nordique pour aller chercher une partie de son public. Mais en même temps, c'est ça, au niveau des... Mais c'est sûr que c'est ça, c'était pas la chose la plus habile, la chose la plus vraie au monde dans sa façon de représenter la chose. Mais j'ai pas haï ça, c'est la façon qu'il a testé. Ben, tu sais, juste de base, il est doublé dans une langue scandinave, l'islandais, ce qui est quand même foutrement trop cool. On n'en a pas mentionné, mais la viking qu'on joue, en fait, c'est pas un viking, c'est une viking. Ce qui me semble qu'il n'y a pas une raison si profonde que ça derrière, c'est juste la direction artistique qui a voulu faire une viking plutôt qu'un dude. Mais c'est quand même vachement cool. Puis aussi, c'est en fait, à chaque fois que tu te promènes dans une zone, mais par narration, en fait, comme si elle se parlait à elle-même, mais la viking est toujours en train de parler un peu de l'univers, elle est en train de parler un peu de comment tel monde s'est créé, de comment qu'est-ce que telle fresque que tu vois dans l'univers représente, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, c'est quoi sa vie de glorieuse de combat. Bon, c'est sûr que ça, comme tu disais, Chacha, le scénario au final, c'est un peu... Comment dire? C'est vrai qu'au niveau du scénario, c'est un peu cliché. Au final, elle se battait, son père a fini par la juger plus que son frère. Son frère est devenu jaloux, il a tué le père, a tué son frère. Puis elle est morte même pas en combat, fait qu'elle doit se prouver devant dingue. Mais la façon que le jeu présente ces choses-là, j'ai quand même trouvé ça vachement cool. Puis il y a vraiment un soin qui a été apporté à ça, je trouvais. En tout cas, c'était cool de se promener dans une place que justement, le level design, il n'y a pas tant de choses qui t'amènent à faire de quoi au niveau gameplay, mais que tu as une narration qui t'attend de décrire le mythe de création de l'univers, puis tout. Je crois que c'est Yvon Deschamps qui avait dit « Je veux pas le savoir, je veux le voir ». Dans ce jeu, oui, la narration islandique est belle, oui, la narration, oui. Mais si, admettons, on enlève la narration, ce jeu n'a rien côté scénario. Ce jeu ne montre rien. Ça c'est vrai, pardon. Ouais. Mais, ça, c'est un point, hein? Ouais, mais ça veut-tu dire... C'est ça, je reviens un peu à mon questionnement. En fait, tu sais, tantôt, je vous parlais de mes questions, tout ça, mais c'est plus parce que c'est un travail, c'est une réflexion en ce moment, là. Je me demande, est-ce que les développeurs voulaient principalement montrer, exposer leur public à la mythologie nordique, puis vraiment y aller de manière la plus authentique possible, puis en respectant
tout ce bagage de culture. Est-ce que c'était leur objectif premier ou est-ce que c'était plus, on va faire un jeu, puis est-ce qu'ils misaient beaucoup sur le jeu puis le plaisir du jeu en même temps d'avoir le thème? Tu sais, je me demande, selon leur point de vente, en tout cas ce qu'ils voulaient faire, ça va, je pense, grandement changer mon opinion du genre, ils ont voulu faire un jeu, j'ai pas aimé ça, ou ils voulaient me mettre en contact avec la mythologie nordique via un jeu. Le jeu un peu pénalisé, mais sinon le reste, ça m'a vraiment mis en contact avec cette mythologie-là et objectif accompli, mettons. Je sais que les devs sont quand même. En tout cas, je sais, c'est ce que j'ai lu, là. Mais que les devs sont quand même fans de la mythologie nordique. Parce que dans Sundord, leur jeu d'après, dont on va finir par parler un jour, j'espère, il me semble qu'il n'y a pas de mythologie nordique dedans, c'est plutôt sur l'univers de Lovecraft. Mais après ça, Spiritfarer, t'es encore dans la mythologie nordique. Puis c'est vraiment fait d'une façon totalement différente. C'est plus dans l'inspiration de la mythologie nordique. C'est vraiment une interprétation libre, mais t'as encore des références à la mythologie nordique. C'est quand même cool. Au final. Fait que, ouais, il y a quand même une passion de la part des devs sur le sujet, j'ai l'impression. Il y a clairement une passion, puis il y a clairement une délicatesse. Ils ont clairement touché au sujet, pas en mode c'est notre argument de vente, mais clairement, ils l'ont pas apporté d'une manière très réaliste. Ils ont vraiment effleuré les sujets. T'sais. On peut ouvrir n'importe quel livre de contes nordiques et avoir plus d'informations que ce que le jeu va nous offrir. On nous offre on nous bombarde de noms, en fait. C'est littéralement ça. On ouvre la page Wikipédia de mythes nordiques, on lit les noms, puis on a fait un jeu vidéo avec ça. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas un intérêt, parce que, comme j'ai dit, ils ont utilisé beaucoup de délicatesse avec la narratrice qui est islandaise, avec les vrais noms, hein, parce qu'ils auraient pu franciser les noms, puis s'en foutre complètement. Ils auraient pu mettre overpower les Jotun et comme complètement changer. Non, ça a été très respectueux, mais ça reste quand même que c'est énormément de surface. Est-ce que c'est un contact? Oui. Est-ce que c'est un bon contact? Peut-être pas. Peut-être. Ça dépend de qui. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? C'est dans le scénario, est-ce que je suis le seul qui s'est senti mal d'aller tuer les nains chez eux? Ouais. Non, Comment tu dis, ouais, dans le sens où ils sont mal aussi. Tu sais, comme j'arrivais, puis comme, ben des nains, puis comme je me suis dit, ben c'est comme, peut-être que ça va être les premières créatures qu'on peut interagir, puis là, comme, ils s'enfuient, je fais comme, ben ok, ils s'enfuient, tout. Puis là, un moment donné, il y a juste une grosse gang de nains qui arrivent, puis comme, ils t'attaquent, puis ils te tuent, je suis comme, fuck, faut que j'ai tué, faut que je me batte avec eux autres. Puis genre, comme je comprenais pas de. Comme à chaque fois, j'étais comme, désolé, monsieur nain, puis je le tuais, là. Mais j'étais comme, ouais, ok. J'étais genre, ils font tant d'efforts. C'est toujours un gros groupe de mobs qui courent vers toi avec le cri de guerre, ils sont genre, wow! Ouais, non, c'est comme, on va défendre notre patrie, pis là, Ouais, c'est ça. t'es dessus, là. Ouais, c'est ça. T'as même les gros nains genre full géants qui te courent après, puis tu fais que donner un coup de hache, ils tombent tout en terre. Ouais, ils veulent pas t'attaquer, ils veulent pas te tuer nécessairement, c'est juste parce que t'es en train d'envahir leur terrain puis ils veulent protéger leur famille. Tu sais, on le voit pas dans la maison, mais il y a des enfants qui pleurent sur la table. Puis, genre, on fait un genre, génocide, maman, là, c'est dans quand le je vais pas revenir puis il est mort. Là. Mais justement, pourquoi on était en train de tuer des nains? Parce que le scénario nous l'a demandé. Quelqu'un a compris le scénario? Mais il y avait moi, pas en tout cas. Parce que le boss, il fait spawn des nains, en plus, le boss de ce saison-là. Oui, parce que c'est Ouais. le dieu des nains, mais tu sais, je veux dire. Ils ont rien fait, là. Pauvres nains, man. Ils se font Ouais. utiliser comme Ouais. objet. Par le Victime dieu et collatérale. par le jeu. Et par nous. Aïe, aïe, aïe. Parfait. Donc, Et un des derniers points scénaristiquement parlant qui m'a un petit peu énervé, c'est on comprend qu'elle veut se rendre au Valhalla. Cool. Mais elle veut se prouver. Mais à part de ça, Tora est un personnage très très 2D. Hein. J'ai pas pu avoir. Elle parlait de ses émotions, de quand son père et son frère, comme tout ça, mais je m'en foutais royalement. J'ai jamais compris c'est quoi les motivations intrinsèques de Tora, comme se rendre au Valhalla. Ok. Mais y a pas rien eu Je d'autre. pense. Là. ouais. Mhm. Mais tu sais, considérant que. Ouais. tu sais, moi, c'est à la fin que j'ai compris qu'elle était morte. Fait tu sais, j'essayais de comprendre pourquoi qu'elle est là. Alors, tu sais, je pensais au début que le scénario c'était. Tu sais, oui, à tomber en bas d'un bateau et tout, mais tu sais, tu meurs pas nécessairement parce que tu tombes en bas d'un bateau. Quoique c'était une grosse armure peut-être, mais tu meurs pas nécessairement, puis qu'après ça, elle s'était réveillée sur une rive. Puis tu sais, il y a beaucoup de jeux puis de scénarios que
ah ben tu sais, la personne est dans sa vie normale, il se passe de quoi, puis là, elle tombe dans un portail, puis il y a plein de portails dans le jeu, fait que peut-être qu'elle avait juste au fond du lac un portail qui l'a emmené vers la dimension avec Zeus et tout, puis tu sais que c'est un hasard. Avec que les gens ont Zeus? pas fait. Pas Zeus, Odin. C'est les mêmes dieux, ils ont juste des noms différents. Là. Ah Toutes oui, les oui. mythologies sont pareilles, en fait. Mais, écoute, mais c'est ça, le scénario, comment dire, j'ai l'impression qu'en fait, il reprenait, je sais pas comment on appelle ça, là, puis je sais pas à quel point c'est vraiment un stéréotype narratif dans la mythologie nordique, là. Mais genre, tu sais, le stéréotype du viking, en fait, qui est sur le champ de bataille, pour que le viking puisse atteindre le Valhalla, parce que c'est le rêve de tous les vikings. Je fais des gros guillemets en disant ça, là, mais c'est le stéréotype, j'ai l'impression, de la mythologie nordique. Les Vikings, en fait, pour atteindre le Valhalla, puis pouvoir être choisis par les Valkyries, je pense, pour rejoindre Odin et défendre leur terre contre le Ragnarok, ou je sais pas quoi. Je crois que c'est devenu des Jagmir. C'est absolument sûr que je viens de prononcer n'importe quoi en ce moment. Mais, bref, c'est ça. Le but des Vikings, au final, c'est de mourir sur le champ de bataille pour pouvoir atteindre le Valhalla. S'ils meurent pas sur le champ de bataille, s'ils meurent pas par l'épée de leur ennemi, nécessairement leur mort va pas être par honneur. Fait que comme la madame qu'on joue, en fait, elle fait juste pogner un méchant gros flat en tombant en bas de son bateau, mais ça fait en sorte qu'elle a pas d'honneur. Fait que, mais vu qu'elle a quand même eu une vie de conquérante, de ce que je comprends, mais Odin veut lui donner une chance en abattant des géants afin qu'elle puisse se prouver à lui pour savoir si finalement elle atteint le Valhalla. J'ai l'impression que c'est genre comme plus une fable mythologique que vraiment un scénario narratif. Je sais pas. Ben, Pour l'anecdote, ouais, j'ai ok, une anecdote. ouais, vas-y. Ok. Le terme Valhalla, c'est ça désigne en fait la bâtisse, en fait, le hall, le mythe du paradis Valhalla et du Valhalla a été fait à la fin du règne viking, à la toute fin en fait. C'est Donc fucking pendant drôle. à peu près tout le moment viking, ben le Valhalla comme on l'imagine dans notre culture contemporaine, c'était pas tant ça, ça désignait juste le hall d'entrée du dirigeant. Fait que voilà, Huh. le hall Tout d'entrée ou le- le hall de repas, un des deux, mais... Tout le monde Ok. voulait juste se faire afficher leur face dans le hall d'entrée, ça veut dire en fait. Ouais, Ouais, ben, c'est un Ah ouais, peu une petite prestigieux. c'était l'idée du banquet avec les dieux et comme la grosse fête. Très belle idée. mais- Oh shit! Ouais, Attends, ok. mais d'abord, waouh! Parce que, en fait, quand on arrive au boss final, Odin, genre, je sais pas s'il se passe dans le Valhalla, mais en tout cas, peu importe. Mais genre, justement, c'est vraiment drôle parce que tu vois toute la team de développeurs qui apparaissent dans le hall, comme en genre de statue ou je sais pas quoi. Ah, C'est ça que j'ai à dire. Je trouve ça cool. Peut-être qu'il y a un lien avec ça. Un beau petit easter egg. C'est quand même amusant d'abord. ben, ça fait juste pour moi, en tout cas pour ma part, prouver que tu sais, l'effort a vraiment été mis du côté genre de l'authenticité, puis comme à quel point ils ont resté comme je sais pas comment dire, à quel point ils ont essayé de suivre le plus possible la mythologie. Fait que côté tu sais, historique, culturel, vraiment bien fait, mais malheureusement avec le gameplay qu'ils ont proposé, ça a un peu, en tout cas pour ma part, ça a un peu camouflé comme cet intérêt-là pour ça a dissipé l'intérêt pour justement l'effort qui a été mis du côté du lore. Fait au final, c'est peut-être ça, c'est plus l'aspect concret du jeu que de moi qui jouais avec la manette qui m'a freiné dans mon intérêt puis mon désir de continuer le jeu. Ce qui est vraiment dommage parce qu'ils ont l'air d'avoir vraiment mis un effort considérable. Ouais, non, c'est ça. C'est sûr que c'est ça. Comme François, je rejoins vraiment gros François qu'est-ce qu'il avait dit au début. Là. Je pense que c'est François qui avait dit ça. Qu'au final, le jeu, c'est ça, il est. Comment dire? Il est pas impressionnant, mais il est pas mauvais non plus. Fait que tu gardes un peu un avis neutre sur la chose, puis il y a certains points qui c'est genre ouh, puis il y a d'autres points qui c'est là. Puis fait que par rapport à ça, il y a tout, j'aime vraiment j'ai apprécié ce que les développeurs ont essayé de faire, ouais. Mais c'est pour ça que quand on arrive à Spiritfarer, c'est vraiment cool de voir comment est-ce que les devs ont appris avec le temps. J'ai hâte de parler du jeu. Ouais, puis ça, Moi aussi, j'ai hâte de parler de Spiritfarer. on va parler dans un autre podcast. Là-dessus, on va faire une transition vers la fin parce que on approche déjà. Ben, en fait, on est déjà rendu à la fin.
J'aimerais remercier tout le monde qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant. Si jamais vous avez des commentaires, on évolue. Le podcast est une des bits qui évolue. On change. On a déjà plusieurs commentaires, puis on l'adapte. Donc, par exemple, on n'a pas fait de table ronde à la fin présentement. Votre feedback est important. On fait ça, le podcast, pour nous, évidemment. On aime ça, mais aussi pour vous. Donc, si jamais vous avez des commentaires, plugtamanette.ca. Il y a un onglet contact, donc envoyez-nous vos commentaires. Merci à Choc pour ce partenariat. Puis on se retrouve dans un mois pour le jeu Boyfriend Dungeon de Kid Fox Games qui a été publié en 2021. C'était le temps, on va parler de Dating Sims enfin. Ouais, Ça va être incroyable. qui est le sujet de mémoire, spoiler alert, d'Emile. Faut pas le dire. Faut pas le dire, ben, spoilers, Emile va être capable de donner beaucoup de références par rapport à ça. Donc si vous voulez un expert en Dating Simulator, on se retrouve dans un mois. À plus tout le monde. Bye bye. À plus! Je sais pas si je suis la expert. À plus.